rassemblement des exilés sur la terre d'Israël. Nous avons déjà cette réalisation prophétique. Et puis, on trouve une autre prophétie dans Jérémie, chapitre 5, où on voit que le loup et l'agneau cohabitent ensemble. Israël est comparé à cet agneau, entouré de 70 loups. Alors pour l'instant, nous ne sommes pas encore au stade de cette prophétie, mais peut-être que nous y arriverons petit à petit. Si on compare la situation d'Israël en 1948, qui était attaquée de toutes parts, et celle d'Israël d'aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. Il y a une paix avec l'Égypte, une paix froide aussi avec la Jordanie, des relations qui s'améliorent avec les pays du Golfe Persique. Donc la tenue de cette conférence se justifie dans le sens où M. Miller va peut-être nous aider à voir la main de Dieu à travers donc toute cette série de coïncidences dans le monde. Merci infiniment. Oui. En me présentant, monsieur disait, la place n'est peut-être pas une synagogue, mais hier soir, j'étais à Jérusalem et je parlais dans une synagogue. Voilà. Donc ce n'est pas la première fois que je suis invité à parler dans une synagogue. Non, en français. En français. Je pourrais faire la conférence en anglais, mais là, mon hébreu est trop imparfait pour que je fasse une conférence en hébreu. Bon, la dernière fois que j'étais en Israël, c'était il y a 5 mois, et l'une de mes conférences avait été interrompue par des tirs de roquettes du Hamas, et donc j'ai dit, je promets de revenir. Il y a eu à nouveau des tirs de roquettes du Hamas au moment où j'arrivais. Je n'ai pas pris ça comme un signe personnel, mais je suis resté, effectivement, et j'ai fait les conférences que j'avais prévu de faire. J'ai quitté la France il y a 3 ans, donc je travaille dans 2 think tanks, des centres de recherche aux États-Unis, l'un à Los Angeles et l'un à New York, et je peux vous parler assez précisément de ce qui se dessine pour le Proche-Orient, puisque l'un de ces 2 centres de recherche, le Gatestone Institute, pour lequel je travaille, était présidé par John Bolton, qui a quitté cette fonction pour devenir le National Security Advisor, le Conseiller national de sécurité de Donald Trump. Donc, je connais assez bien ce qui est en train de se préparer et ce qui se passe dans la région. Alors, comme nous sommes entre nous, je peux me centrer strictement sur ce qui concerne le Proche-Orient, ou je peux faire un tour d'horizon plus vaste. Je fais un tour d'horizon plus vaste, ou je me centre sur le Proche-Orient. Bon, alors, je vais faire un tour d'horizon rapide, beaucoup plus vaste. Je dirais que si l'on veut comprendre la façon dont le monde est en train d'évoluer en ce moment, au Proche-Orient, mais aussi au-delà, il importe de partir de la politique américaine, pour une raison très simple, c'est que les États-Unis sont toujours et resteront, n'en déplaise à ceux à qui ça ne plaît pas, la première puissance économique, politique, militaire du monde. Et je dirais qu'ils sont plus que jamais la première puissance politique, économique et militaire du monde, parce que depuis l'élection de Donald Trump, qui est très apprécié en Israël, et qu'il est beaucoup moins dans le contexte européen, il suffit de regarder la presse, il y a un contraste énorme de ce côté-là. Depuis que Donald Trump est devenu président, il y a un redressement extraordinaire des États-Unis. Ce redressement n'est pas un hasard, ce redressement est dû à la politique qui a été mise en place et qui est menée par Donald Trump. Pour situer les choses, en particulier puisque je suis en France et que c'est dans le contexte français que je parle ce soir, je dirais que tout ce que vous pouvez lire dans les médias français, mais vous êtes peut-être vacciné contre les médias français, parce qu'il n'y a pas que Donald Trump qui est concerné, ça concerne aussi Israël. Dès que je lis des articles sur Israël dans la presse française, ça me hérisse très rapidement. Donc tout ce qu'on écrit sur Israël est mensonger et relève de l'incitation à la haine, à mon avis, dès le vocabulaire. J'ai écrit un article récemment sur le sujet,
Tout ce que vous pouvez lire sur Donald Trump et sur la politique américaine sous Donald Trump est faux et mensonger. Bon, premièrement, avant que je passe à la suite, Donald Trump est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la politique depuis longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui d'un seul coup se serait décidé à faire de la politique. Ça fait au moins une quinzaine d'années qu'il réfléchit à la situation du monde et à la situation des États-Unis, et il a publié plusieurs livres sur ce sujet. C'est quelqu'un qui a envisagé de se présenter à la présidentielle d'autres fois auparavant, et qui a renoncé parce qu'il s'est dit le candidat républicain va faire un bon travail. Et là, cette fois, il s'est dit il n'y a personne, et si les années Obama trouvent une continuation avec Hillary Clinton, le désastre qu'a été la présidence Obama va se trouver exacerbé. Donc ça n'est pas possible de laisser cela se faire, et je dois avancer pour redresser la situation. Et je dirais qu'il a fait strictement cela par amour de son pays et par amour de la liberté. Et par amour aussi d'Israël, parce qu'il y a des liens très étroits et anciens entre la famille Trump, dès le père de Donald Trump, et la communauté juive et Israël. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez à New York, la famille Trump a fait construire des synagogues, des centres culturels juifs. C'est quelque chose de très ancien. Donc les liens avec le judaïsme et avec Israël sont des liens très anciens. Donc Donald Trump a décidé de se présenter pour cette raison strictement. Et il y a un point qu'on souligne rarement en France, dans d'autres pays c'est différent, en Israël en particulier, mais Donald Trump a dit « je fais cela pour ces raisons et je ne veux pas toucher un seul centime de salaire présidentiel ». Donc Donald Trump ne touche pas un seul centime, toutes ses dépenses, il les prend sur sa fortune personnelle. Et il ne touche rien du gouvernement américain, de l'État américain. Donc c'est une démarche qu'il a décidé de mener de cette façon-là. Alors, la première étape, parce que ça va toujours beaucoup plus rapidement en termes de politique économique qu'en termes de politique étrangère, pour lui, c'était de redresser la situation économique américaine. La situation économique américaine était assez mauvaise à la fin de la présidence Obama. La croissance était quasiment aussi faible que, excusez-moi pour la comparaison, qu'elle l'est en France et dans la plupart des pays européens. C'est-à-dire qu'elle oscille entre 0,5 et 1%, 1,2% à certains moments. Il a dit on va revenir à une croissance qui va être supérieure à 3%. Beaucoup d'économistes ont dit c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Mais si la croissance est à nouveau supérieure à 3%, elle se situe actuellement en rythme annuel à 3,2%. Il a dit je vais restaurer le plein emploi. On est au-delà des chiffres du plein emploi. Les économistes considèrent que les chiffres du plein emploi aux États-Unis se situent aux alentours de 4%. Le chômage est à 3,6%, donc il est en dessous des chiffres du plein emploi. Cela correspond donc à bien plus que le plein emploi, et cela correspond aussi à une augmentation des salaires, pour une raison très simple, c'est que beaucoup d'entreprises ont des pénuries de salariés. Il n'y a pas de pénurie de travail, il y a une pénurie de salariés. Donc, pour attirer des salariés, les entreprises peuvent augmenter les salaires. Et cela se fait sans inflation. Et je dois dire qu'autour des gens que je peux connaître, je vois dans la ville où je vis à Las Vegas, que des gens changent très facilement d'emploi. Ils me disent, des gens avec qui je travaille, je change de secteur parce qu'on me propose plus, on me propose de gagner plus dans cette entreprise. Et donc on quitte l'entreprise et on va vers une autre entreprise. Je peux avoir l'exemple aussi au travers de ma fille la plus jeune, qui a maintenant 19 ans, et donc elle a fini ses études au lycée il y a 1 an. Bon. Elle m'a dit, papa, je veux gagner de l'argent, je veux m'acheter une voiture. Je lui ai dit, faut travailler. Et elle m'a dit, où est-ce que je vais trouver du travail? Alors j'ai utilisé une expression que Emmanuel Macron utilise ici, je lui ai dit, il suffit que tu traverses la rue. Et elle a traversé la rue, et un quart d'heure après, elle avait du travail. Bon, voilà. Bon, j'ajouterai, parce que ça me paraît extrêmement intéressant par rapport au contexte américain,
qu'au mois de décembre dernier, elle m'a dit « j'ai envie d'aller voir mes grands-parents en France, etc. Donc je démissionne ». Donc elle a démissionné de son travail. Et en rentrant aux États-Unis, elle m'a dit je vais aller chercher mon chèque, puis après je vais trouver un autre travail. Elle est allée chercher son chèque chez son employeur, et son employeur lui a dit on vous supplie de revenir travailler pour nous. Et ils l'ont réembauché immédiatement, dès qu'elle est venue chercher son chèque. Donc voilà concrètement des exemples précis de la situation telle qu'elle est aujourd'hui aux États-Unis. L'économie américaine ne s'est jamais aussi bien portée depuis 60 ans. Donc ça, c'est une dimension très importante parce que ça a redressé les États-Unis. Deuxième dimension importante, et là il y a une conséquence des connotations géopolitiques, Donald Trump, en sortant des accords de Paris, s'est considéré comme libre de reprendre la prospection et les forages pétroliers et gaziers aux États-Unis. Les États-Unis sont redevenus la première puissance gazière du monde et sont devenus la première puissance pétrolière du monde. Le premier producteur de gaz naturel et de pétrole sur la planète aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Alors, ça ne donne pas simplement une autonomie énergétique aux États-Unis, cela donne, en termes géopolitiques, à Donald Trump un levier de puissance. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent dicter une politique à des pays qui seraient réticents à mener cette politique. Et cela concerne tous les pays producteurs de pétrole au Proche-Orient, et cela concerne bien évidemment l'Iran, dont je vais parler dans un instant. Donc, si Donald Trump a mené cette politique, c'est aussi pour cette raison, pour être souverain en matière énergétique et pour pouvoir dicter des conditions à des pays qui seraient réticents ou hostiles. Donc c'est un point extrêmement important. Et puis ce dynamisme économique, cela a permis aussi autre chose, qui faisait partie des objectifs de Donald Trump, c'était de relancer l'armement, l'industrie de l'armement, et de redonner à l'armée américaine son statut de principale armée du monde. Et sur ce plan, c'était extrêmement important aussi, parce que sous Barack Obama, que tant de journalistes aiment bien dans le contexte français, ils le préfèrent très nettement à Donald Trump, mais je pense que vous vous en êtes aperçu. Sous Barack Obama, l'armée américaine a subi des coupes budgétaires très graves. Et ces coupes budgétaires, elles ont fait que dans les 2 dernières années de la présidence Obama, la doctrine officielle de l'armée américaine a dû être modifiée. La doctrine officielle de l'armée américaine, c'était « nous pouvons mener 2 conflits à la fois ». C'est-à-dire, s'il y a une guerre quelque part, on peut en mener aussi une deuxième si on nous attaque. Eh bien, dans les 2 dernières années de la présidence Obama, on dit on n'a plus assez d'argent, on n'a plus assez d'armement. S'il y a un conflit, on ne peut pas mener un deuxième conflit. Ce qui était extrêmement grave par rapport à la situation de troubles sur la planète. Maintenant, c'est à nouveau rétabli. Les États-Unis ont une armée qui pourrait mener 2 conflits majeurs à la fois. Donc tout cela compte. Tout cela fait déjà un ensemble. Et tout cela a été accompli par Donald Trump en 1 an et demi. Donc ce qui est quand même assez remarquable. Beaucoup de gens disaient c'est impossible, ça c'est fait. Bon, sur cette base, et c'est un socle extrêmement important, la politique étrangère a été mise en place. Alors je dirais que l'un des livres que j'ai consacré à la présidence Obama s'appelait « Le désastre Obama » et Obama a laissé une situation désastreuse. On a tendance à l'oublier. Je vais insister sur le Proche-Orient, mais ça dépasse le Proche-Orient. Si vous regardez ce qui s'est passé avec la Corée du Nord, et ça concerne l'ensemble de la planète, il y a des conséquences pour toute la planète, parce que la Corée du Nord, on ne le dit pas beaucoup en France, c'était aussi l'endroit où les mollahs iraniens allaient faire tester leurs futures armes atomiques. Donc il y avait des connexions entre l'Iran et la Corée du Nord. Et donc en Corée du Nord, sous non seulement il y a eu cette connexion avec les mollahs, mais l'armement atomique s'est perfectionné, s'est accéléré. La Corée du Nord s'est dotée d'armes atomiques, puis ensuite d'armes atomiques à hydrogène, beaucoup plus perfectionnées, beaucoup plus puissantes. Et la Corée du Nord était devenue extrêmement menaçante vis-à-vis du Japon, vis-à-vis de la Corée du Sud. Donc c'était un problème majeur. Autre problème majeur dont on parle très peu aussi dans le contexte français, la Chine juste à côté. La Chine juste à côté avait commencé à élargir ses eaux territoriales de façon à contrôler tout le commerce maritime qui passait par la mer de Chine.
Et donc la Chine avait revendiqué des îles comme les îles Spratly, les îles Paracels, et avait construit des îles artificielles dans la mer pour pouvoir prendre le contrôle de tout. Et l'armée américaine, la marine américaine avait reculé. Personne n'avait essayé de contrer cette avancée de la Chine qui pouvait avoir des conséquences extrêmement lourdes. Et puis la Chine continuait à procéder à un pillage de la propriété intellectuelle du monde occidental. Bon, là aussi, strictement rien ne se faisait. Donc, deuxième grave problème qui se posait. Troisième grave problème, ça nous ramène vers le Proche-Orient, d'une manière directe, tout ce qui a découlé de ce qu'on a appelé dans la presse française le printemps arabe. Personnellement, dans toutes mes analyses, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un printemps arabe, pour une raison très simple, c'est que je connaissais les relations qu'il y avait entre l'une des principales conseillères en politique étrangère de Barack Obama, quelqu'un qui s'appelle toujours Samantha Power, qui dans les dernières années de la présidence Obama est devenue ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Et Samantha Power tenait des réunions régulières avec les frères musulmans pendant la présidence de Barack Obama. Et sa doctrine, c'était, dans le monde musulman, il y a une frustration. Ils veulent vraiment redevenir musulmans. Si nous soutenons les frères musulmans, ça va être très bien, ils vont redevenir pleinement musulmans. Et donc, ça va arranger nos relations avec le monde musulman. Et donc, la doctrine développée à cette époque-là, c'était dans le monde arabe sunnite, et dans le monde sunnite en général, les frères musulmans doivent arriver au pouvoir. Et comme les frères musulmans sont des radicaux, c'est quelque chose que j'ai développé dans plusieurs analyses avec un de mes amis politologues américains, Daniel Pipes, qui est un de mes amis proches. Les frères musulmans s'entendent très bien avec les mollahs iraniens. Entre radicaux, on s'entend. Et donc on s'est dit, si les mollahs iraniens et les frères musulmans tiennent le monde musulman, on peut s'entendre et on va arriver à une synergie assez positive. Il y aura un obstacle, c'est l'État d'Israël, mais on va le pressurer au maximum. Et comme ça, on pourra s'entendre avec tout le monde, sauf avec Israël, bien évidemment. Voilà. Donc c'était vraiment la doctrine qui était en place. Et donc tous les événements qui ont été liés au printemps arabe sont des événements qui ont été plus ou moins téléguidés par Samantha Power. Le renversement de Ben Ali en Tunisie, le renversement de Moubarak en Égypte. C'était soutenu par les États-Unis régulièrement. Le renversement du président du Yémen. Et donc tout cela, ça a marché. Ça a marché aussi avec le colonel Kadhafi en Libye. Et là où ça n'a plus marché, c'est en Syrie. Parce qu'en Syrie, les soulèvements de départ qui ont conduit à la guerre civile sont des soulèvements des frères musulmans. Mais la Syrie étant un allié de la Russie, ça a commencé à cafouiller et ça a débouché sur la guerre civile en Syrie. Il y a aussi un autre endroit où Barack Obama a fait ce que voulaient les frères musulmans, c'est l'Irak. Et sur ce plan, on a tendance à l'oublier, mais quand Barack Obama a été élu, la situation en Irak était stabilisée. Les conseillers militaires de Barack Obama lui disaient « Si vous retirez toutes les troupes de combat d'Irak, la guerre peut recommencer et Al-Qaïda peut renaître. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré toutes les troupes de combat américaines d'Irak. Ce qui est rené, ce n'est pas Al-Qaïda, c'est une branche dissidente d'Al-Qaïda qui a donné l'État islamique. Ça s'appelle en France Daesh. Donc je dirais que si vous regardez les documents, ils ne sont jamais publiés en France, mais je les ai eus en main. Si vous regardez les documents, les services de renseignement américains disaient à Barack Obama, attention, ça va devenir dangereux, il y a quelque chose qui est sorti de Al-Qaïda, qui est en train de renaître et qui va grandir, qui grandit. Il n'a tenu compte de rien. Et quand l'État islamique a été construit, il a dit, c'est très dommageable, mais on ne pourra jamais s'en débarrasser comme ça, il faudra des années, ça va être extrêmement compliqué. Donc l'État islamique est né
dans ce contexte. Et puis, je dirais que quand vous faites sauter tous ces régimes, et quand vous laissez en supplément la Turquie glisser vers l'islam radical avec Recep Tayyip Erdogan, vous avez des conséquences qui sont les flux migratoires qui sont arrivés vers l'Europe et qui ont très largement déstabilisé l'Europe. Et ces flux migratoires sont le résultat de toute la politique que je viens d'énoncer. Et bon, pour couronner le tout, l'apothéose de cette politique absolument désastreuse, cela a été l'accord de juillet 2015 avec les mollahs iraniens. Accord que la France continue à défendre bec et ongle en disant que c'est un très bon accord. Bon. Si vous lisez le texte de l'accord, vous voyez que les mollahs iraniens ont roulé dans la farine les gens avec qui l'accord a été signé. Quand on vous dit que cet accord permettait de surveiller les activités nucléaires de l'Iran, c'est inexact. Si vous prenez l'ensemble des termes de l'accord, vous voyez que c'est un accord qui permettait à l'Iran de continuer toutes ses activités nucléaires. D'ailleurs, lorsque le Mossad a réussi à confisquer des documents à Téhéran, documents qui n'ont jamais été commentés dans le contexte français, on a vu précisément tout cela. Les documents, j'ai pu en consulter un certain nombre, montrent que l'Iran n'a jamais cessé ses activités d'enrichissement d'uranium, n'a jamais cessé de quêter l'arme atomique. Dans la presse française, ça donnait « le Mossad dit qu'il y a des documents, mais c'est juste le Mossad qui le dit ». Bien évidemment, pour la France, le Mossad, c'est pas très fiable. Bon, en fait, ces documents sont des documents réels et accablants, et il y en a une très grosse quantité. Donc, les mollahs continuaient à avancer vers l'arme atomique, et ce qui ne se dit pas en France, on n'arrête pas de dire quand on parle de l'Iran, « Ah, Rouhani est un président sympathique et modéré, on peut s'entendre avec lui ». On oublie la structure de l'État islamique iranien, la République islamique iranienne, le commandant en chef, le guide suprême de la révolution iranienne, ça n'est pas Rouhani, c'est Ali Khamenei. Et Ali Khamenei n'a jamais cessé de tenir des discours radicalement antisémites, génocidaires, et de dire que l'objectif primordial de la République islamique, c'était la destruction d'Israël. Et il a même fait installer au centre de Téhéran une horloge qui constitue une forme de compte à rebours, censée indiquer le moment où Israël vivra ses derniers jours. Alors ça, on ne vous le dit jamais dans la presse française. Mais c'est pourtant une réalité, les photos existent, les documents existent. Bon. Je ne suis pas allé le constater en Iran, je pense que si je rentrais en Iran, je risquerais d'y faire un très long séjour qui pourrait se terminer tragiquement, mais tous les éléments le montrent. Bon. Donc l'accord avec l'Iran était un accord absolument désastreux. Cet accord désastreux, il fallait être ou bien un complice ou bien un idiot pour signer cet accord, bon, on peut être les deux à la fois, impliquait que les États-Unis versent de l'argent à la République islamique d'Iran. Et 1600 milliards de dollars ont été versés. Ces 1600 milliards de dollars, ce n'est pas de l'argent qui a été à la reconstruction de l'économie iranienne, qui était frappée par les sanctions auparavant. Ça n'a pas servi la population. L'économie iranienne reste parfaitement délabrée. C'est allé dans l'accélération des programmes atomiques, d'une part, dans l'aide aux programmes atomiques en Corée du Nord, puisqu'il y avait des relations, et puis c'est allé à l'ensemble des mouvements islamiques radicaux que l'Iran soutenait. En l'occurrence, le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique palestinien et les milices houthis qui ont commencé à mener une guerre civile assez atroce au Yémen. Et quand on vous parle d'ailleurs de la guerre au Yémen en France, il y a une forme de biaisage optique. On n'arrête pas de dire « Ah, l'Arabie Saoudite mène la guerre au Yémen, c'est effroyable pour la population yéménite ». On ne vous parle à peu près jamais des milices houthis. Si les milices houthis n'agissaient pas, il n'y aurait pas de guerre du tout au Yémen.
Bon, pourquoi est-ce qu'on ne vous parle pas des milices Houthis? Parce que la France voudrait bien s'entendre encore avec la République islamique d'Iran. Et donc on ne va pas fâcher la République islamique d'Iran. Bon, c'est lamentable, mais c'est une réalité. Bon, voilà donc la situation globale. Je pourrais l'élargir à d'autres continents, je pourrais l'élargir à l'Amérique latine. Je dis juste un mot pour l'Amérique latine. On vous parle de la crise au Venezuela et de la situation au Venezuela. Ce qu'on ne vous dit pas tellement dans les médias français, c'est que le régime vénézuélien avait des liens très étroits, et encore des liens très étroits, avec le régime islamique iranien. Et que donc, au Venezuela, vous avez des unités des gardes révolutionnaires iraniens et des unités du Hezbollah. Et pour s'assurer du soutien de ces gens, le régime qui est dirigé maintenant par Maduro, Nicolas Maduro, et qui auparavant était le régime fondé par Hugo Chavez, donnait des passeports diplomatiques à ces gens. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que ça permet à ces gens de voyager un peu partout dans le monde entier et de semer des problèmes extrêmement graves. Donc c'est aussi pour cela que le régime vénézuélien est un régime dangereux. Bon, je pourrais élargir vers l'Afrique subsaharienne. Je dirais que si vous regardez l'Afrique subsaharienne, vous pouvez voir que des groupes comme Boko Haram au Nigeria, etc., se sont particulièrement bien développés sous la présidence de Barack Obama. Donc c'est un désastre généralisé qui avait pris place. Et donc Donald Trump s'est dit, mon devoir, c'est d'essayer de remédier à tout cela. Et donc il l'a fait en procédant par ordre. La priorité des priorités, à ses yeux, c'était de détruire l'État islamique. Et donc quand il est arrivé à la présidence, Donald Trump a dit l'État islamique doit être détruit en moins d'1 an. C'est fait. Vous n'avez plus d'État islamique. On n'attribue pas cela, dans la presse française, on n'attribue rien de positif à Donald Trump. Mais on le présente toujours comme un abruti. Donc l'État islamique a été détruit par des troupes recrutées localement, par les forces spéciales américaines, par des milices kurdes qui étaient soutenues par les forces spéciales américaines et par des bombardements américains. Alors, il y a des métastases. Quand vous avez une tumeur pareille, il y a des métastases. Vous avez des éléments de l'État islamique qui sont disséminés dans différents endroits, même dans le Sinaï. Bon. Mais néanmoins, l'État islamique lui-même a été détruit. Et ce qui est essentiel, c'est qu'ont été détruites les bases arrières dans lesquelles des djihadistes pouvaient se former. Et des djihadistes qui se sont formés dans les bases arrières de l'État islamique sont des gens que vous avez pu retrouver dans plusieurs attentats terribles qui ont eu lieu sur le continent européen. Et entre autres, les gens qui ont fait les attentats du Bataclan et d'autres attentats de ce genre sont des gens qui s'étaient formés là. Donc concrètement, l'existence de l'État islamique a eu ce type de conséquences. Et là encore, je regrette, mais hélas, non, si vous lisez la presse française, il n'y a pas de relation. On ne voit pas la moindre relation entre les choses. On croit que ces gens ne sont pas capables de faire des relations d'analyse de cause à effet. Pourtant, il y a des causes, il y a des effets, ça existe. Bon. Donc, la destruction de l'État islamique est un élément majeur. Deuxième élément majeur qui paraissait une urgence à Donald Trump, c'était de juguler le régime de Kim Jong-un en Corée du Nord. Alors sur ce plan, le raisonnement, qui est aussi le raisonnement de John Bolton, que je connais bien, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, c'est de dire ces gens-là ne comprennent que la force et la menace. Et il y a une phrase qu'on entend souvent aux États-Unis dans ce type de milieu, c'est « When I feel the heat, I see the light ». C'est-à-dire quand je commence à sentir la chaleur monter, je vois la lumière. Donc en l'occurrence, ce que Donald Trump a voulu faire, c'est faire sentir la chaleur monter à Kim Jong-un. C'est pour ça qu'il a tenu un discours très très dur. Quand Kim Jong-un menaçait, il disait « Ah, oui, vous pouvez poser, merci infiniment. » Oui, donc concrètement, si Donald Trump a tenu un discours dur, et à ce moment-là, on a dit « Ah, il va déclencher une guerre ». Donc il savait parfaitement ce qu'il faisait, changerait de discours et tempérerait ses ardeurs. C'est ce qui s'est passé. On n'arrête pas de dire « Non, la Corée du Nord n'a pas désarmé, elle n'a pas enlevé ses programmes nucléaires ». C'est exact, les programmes nucléaires n'ont pas été retirés, mais tout test nucléaire
a été arrêté. Vous n'avez plus de perfectionnement de l'armement nucléaire en Corée du Nord, premièrement. Deuxièmement, la Corée du Nord a cessé de menacer ses voisins. Vous n'avez plus de missiles qui viennent se balader au-dessus du Japon. Vous n'avez plus de menaces vis-à-vis de la Corée du Sud. Donc la Corée du Nord est endiguée. C'est ce qui importait. Pour perfectionner cet endiguement, Donald Trump a dit qu'il faut une stratégie qui permette d'endiguer aussi la Chine. Et cette stratégie, elle est en cours. Quand vous regardez les relations économiques entre les États-Unis et la Chine, vous pouvez voir que Donald Trump met en place des rapports de force. Et ces rapports de force, ils visent à faire plier la Chine. Et je dirais que cela marche, contrairement à ce que l'on vous dit parfois dans la presse française. La croissance chinoise a fléchi. Et quand la croissance chinoise fléchit, c'est très dangereux pour le régime, parce que ce qui fait tenir le régime, c'est la possibilité pour des gens pauvres des campagnes de passer vers les zones urbaines où on gagne beaucoup mieux sa vie. Si vous n'avez plus une croissance forte, vous n'avez plus cette possibilité de fonctionnement et vous avez des troubles intérieurs qui peuvent se dessiner. Donc les dirigeants chinois prennent très très au sérieux les décisions de Donald Trump, qui a fait quoi? Qui a dit « Je vous demande de respecter les conditions que j'ai posées. Si vous ne le faites pas, je vais taxer très fortement vos produits. Et je le ferai jusqu'au moment où vous accepterez mes conditions. » Nous sommes dans cette phase. Et donc, actuellement, la croissance chinoise fléchit et les avancées de la Chine sont interrompues. Pas partout, puisque vous avez une entreprise chinoise qui a des activités potentiellement délétères qui continuent à avancer en Europe. Donald Trump a poussé les pays européens à ne pas entretenir de relations avec cette entreprise. Cette entreprise, c'est Huawei. Huawei développe la 5G. Et beaucoup de pays européens acceptent la 5G de Huawei. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que la 5G, ce n'est pas simplement un Internet rapide, ce n'est pas simplement des téléphones portables qui marchent mieux, c'est aussi quelque chose qui permet de guider les satellites, c'est quelque chose qui permet la militarisation de l'espace, c'est quelque chose qui permet de guider les drones. Donc c'est un instrument militaire pour la Chine, c'est quelque chose qui lui permettrait une prise de contrôle beaucoup plus large sur la surface de la planète. Alors ça, les États-Unis le voient, l'administration Trump le voit, les Européens pratiquent l'aveuglement en disant « c'est très beau, c'est pas cher, on achète, on ne regarde pas ce qu'il y a à l'intérieur ». Bon, c'est extrêmement dangereux comme position. Donc voilà ce qu'est la doctrine Trump par rapport à la Chine. Pour ce qui concerne l'Europe, il y a aussi une politique européenne, après je garde le meilleur pour la fin, je garde le Proche-Orient pour la fin, et Israël pour la fin. Pour ce qui concerne l'Europe, Donald Trump constate que l'Union européenne et qu'un certain nombre de dirigeants européens, en particulier Angela Merkel et Emmanuel Macron, ont des attitudes d'apaisement vis-à-vis du régime iranien, vis-à-vis du régime chinois, et pensent que tout cela, c'est potentiellement dangereux pour le futur. Donc, Donald Trump essaye de contrer tout cela et il mène une politique qui est aussi menée par Binyamin Netanyahou en Israël. Et Binyamin Netanyahou est l'un des très grands hommes d'État de cette époque. Je tiens à le souligner, je dirais que je considère qu'il a la même importance historique que Winston Churchill a pu l'avoir à une époque en Europe. J'ai une immense estime pour Binyamin Netanyahou. Je ne l'ai pas rencontré assez souvent. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un de mes plus proches amis, qui est Meir Habib, que vous devez connaître, qui est un ami de très longue date pour moi. Voilà. Bon. Donc, toujours est-il que quelle est la politique développée par Donald Trump et développée par Binyamin Netanyahou, c'est de se rapprocher des pays qui ont une approche souverainiste de l'Europe et qui veulent défendre leur position, leur souveraineté démocratique au sein de l'Europe. Et cette conception de l'Europe, c'est une conception assez ancienne. Je dirais que parmi les gens dans mon long passé,
je ne suis pas aussi jeune que j'en ai l'air, j'ai 69 ans. Je le sais, c'est pour ça que je le dis au passage, c'est comme ça. Bon. Donc, toujours est-il que parmi les grands dirigeants européens que j'ai connus, il y a Margaret Thatcher. Et Margaret Thatcher avait prononcé un discours à Bruges en 1979, qui avait été soutenu par quelqu'un d'autre que je connais bien et qui reste un ami, qui était l'ancien président de la République tchèque, Václav Klaus. Et ces gens ont développé une idée. L'Europe telle qu'elle se construit est dangereuse parce qu'elle détruit la démocratie, elle détruit la souveraineté des peuples européens sur leur propre pays. Et donc nous devons préserver cela et nous devons concevoir une Europe des nations souveraines où les peuples gardent la maîtrise de leur destin et où les peuples gardent les instruments démocratiques qu'ils ont en main. Donc cette démarche-là, c'est la démarche que vous retrouvez chez Viktor Orban en Hongrie, c'est la démarche de Matteo Salvini en Italie, c'est la démarche de Sebastian Kurz en Autriche, par exemple. Donc tous ces gens que Emmanuel Macron va qualifier de lèpre, de peste, je ne sais plus quel autre vocabulaire il utilise, mais si vous regardez ces gens, ils défendent simplement quoi? L'idée que les peuples européens doivent rester souverains et maîtres de leur destin, l'idée que la démocratie doit être préservée en Europe, et puis l'idée que l'Europe doit rester propriétaire de son identité culturelle et donc arrêter la vague d'islamisation. Bon. Et si vous regardez le discours de ces dirigeants, vous voyez que ce sont des dirigeants qui sont tous très pro-israéliens. D'où les relations qui sont établies avec Binyamin Netanyahou. Pour quelle raison? C'est ce que j'explique en Israël. En Israël, on le comprend très bien, d'ailleurs, quand je l'explique. C'est que voient ces gens quand ils regardent Israël? Ils voient un pays où le peuple est souverain et maître de son destin. Ils voient un pays qui lutte contre l'islamisation. Et je veux dire qu'il est nécessaire pour Israël de lutter contre l'islamisation, parce que si vous laissiez le Hamas, d'ailleurs, je pense qu'on va être un peu plus ferme encore avec le Hamas, je pense qu'on n'a pas été assez ferme la dernière fois, mais enfin, il ne perd rien pour attendre. Donc, si vous n'êtes pas ferme avec ce type de gens, eh bien, vous vous faites détruire. Donc, ces gens voient Israël comme un pays qui est aux avant-postes de la lutte contre l'islam radical et qui est menacé par l'islam radical. Et ces gens voient dans Israël un pays qui est très attaché à son identité culturelle, à son identité religieuse. Et tout cela, ils l'estiment et ils l'apprécient. Et donc, je dirais que la politique menée par Donald Trump et par Binyamin Netanyahou vis-à-vis de l'Europe est une politique qui porte ses fruits de toute façon. Parce que vous avez beaucoup de décisions qui sont prises au sein de l'Union européenne qui doivent être prises à l'unanimité. En particulier, c'est un fait, Macron et Merkel voulaient une condamnation unanime de la part de l'Europe de tout un ensemble de décisions qui ont été prises par Donald Trump. Et en particulier, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Hier soir, avant de quitter Jérusalem, je me suis rendu devant l'ambassade des États-Unis, parce que ça fait 1 an qu'elle était ouverte. Voilà. Juste une petite parenthèse, mais j'y tenais. Voilà. Avant de quitter Jérusalem, j'ai fait. C'est la même chose pour la reconnaissance du plateau du Golan comme territoire israélien. Sur tous ces domaines, Macron et Merkel voulaient une unanimité européenne, une condamnation européenne. Ils ne l'ont pas obtenue, parce que les dirigeants que je viens de citer ont dit, nous, pas question qu'on appuie ce genre de position. Donc c'est une condamnation française, une condamnation allemande, mais pas une condamnation européenne, ils n'ont pas réussi à l'obtenir. Donc on jugule les positions européennes de cette façon-là. Je tenais à le préciser parce que quand je lis la presse française, on croirait que des gens comme Viktor Orban, tout ça, c'est vraiment la nouvelle peste brune, etc. Bon. Viktor Orban fait partie des dirigeants européens qui sont les plus appréciés en Israël aujourd'hui. J'en parle en connaissance de cause, j'étais en Israël jusqu'à hier soir. Et donc il y a des raisons précises. Il faut regarder les choses en face. Bon. Voilà. Bon, passons maintenant au Proche-Orient directement.
Au Proche-Orient, le problème principal aux yeux de Donald Trump, à juste titre, et c'est le problème principal aux yeux de Benjamin Netanyahou aussi, il y a une très grande synergie entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec Benjamin Netanyahou, il m'a même dit que c'est la providence qui a fait que Donald Trump est arrivé à la présidence des États-Unis, carrément dans ces termes. Voilà. D'ailleurs, il y a d'autres gens qui m'ont tenu des propos qui vont dans le même genre. Je dirais que d'ailleurs, si vous êtes à Jérusalem, vous voyez des affiches favorables à Donald Trump un peu partout. C'est assez remarquable à observer. C'est assez touchant, d'ailleurs, aussi. Voilà, c'est un fait. J'y étais, donc je sais de quoi je parle. Bon, donc concrètement, il y a une politique très précise qui consiste à dire il faut régler le problème iranien et il faut permettre l'avancée vers une vraie paix dans la région. Pas une paix qui correspondrait à ce qu'on a appelé le processus de paix, qui n'a jamais été un processus de paix. Comme vous l'avez constaté, hélas, je pense, tragiquement, ce qu'on appelle le processus de paix, en réalité, est un processus de guerre. Je dirais que vous avez eu les accords d'Oslo, vous avez eu la création de l'autorité palestinienne, le nouveau nom qui a été donné à l'OLP, et vous n'avez jamais eu autant d'attentats anti-israéliens par la suite, des attentats atroces qui ont tué des gens, qui en ont mutilé, donc il y a des gens qui doivent vivre avec des boulons dans la tête, c'est absolument effroyable. Bon, en Europe, on ne vous décrit pas ça comme ça, mais je le vis dans ma chair parce que j'ai des amis qui ont des membres dans leur famille qui ont vécu cela. Voilà. Donc, concrètement, il faut un vrai processus de paix et il faut juguler l'Iran. Donc, qu'a fait Donald Trump? Première étape, il a établi de nouvelles relations avec les pays du monde arabe sunnite. C'est ce qu'il a fait en se rendant à Riyad dans la première année de sa présidence, au mois de mai 2017, dans sa présidence. Il s'est rendu à Riyad. Et le sommet de Riyad a été un sommet extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est un sommet au cours duquel Donald Trump a dit aux dirigeants qui avaient été regroupés par le roi d'Arabie Saoudite nous allons vous soutenir face à l'Iran et nous allons asphyxier le régime iranien. Et donc nous allons vous aider, le danger iranien qui est un danger majeur pour vous, nous allons le régler. Mais nous vous demandons, nous posons un certain nombre de choses, nous vous posons des conditions. Ces conditions sont, d'une part, que vous cessiez totalement de soutenir tout mouvement islamique ailleurs sur la planète, que ce soit des mouvements militaires ou des mouvements idéologiques. Donc, vous devez remplir cette condition, cet impératif. Vous devez changer le discours que vous tenez par rapport à l'islam. C'est impératif. Vous devez, au-delà de cela, contribuer davantage à votre défense. Et donc, nous vous demandons financièrement de contribuer à votre défense. Et puis, nous vous demandons de vous rapprocher d'Israël et d'amorcer un rapprochement stratégique avec Israël. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et d'une manière très symbolique, le premier vol Riyad-Tel Aviv a été le vol de l'avion présidentiel de Donald Trump, qui est allé directement de Riyad jusqu'à Tel Aviv. C'est la première fois. Il n'y en avait pas eu d'autres avant. Bon. Et qu'a fait Donald Trump? C'est le premier président à se rendre au Kotel, en tant que président en exercice. Et qu'est-ce qu'il a fait immédiatement après? Il s'est rendu à Ramallah et il a dit, c'est le premier président du monde occidental à le faire, à Mahmoud Abbas, vous mentez tout le temps. Ça s'est très mal passé, mais c'est très bien quand ça se passe mal avec ce type de personnage. Voilà. Bon. Donc, il a posé tout un ensemble de jalons. Alors, ce sont les bases de ce qui va prendre forme petit à petit dans le futur proche. Donc, ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il s'est agi d'affaiblir et de marginaliser l'autorité palestinienne. Et cela s'est fait en plusieurs étapes. Première étape, ce dont je parlais il y a un instant, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et quand Donald Trump a fait tout cela, il a dit
j'ai retiré totalement la question de Jérusalem de la table des négociations. C'est-à-dire, Jérusalem ne sera jamais la capitale d'un autre État que l'État d'Israël. Point final. À cette époque-là, en France, on a dit « ça va mettre la région à feu et à sang ». J'attends encore. Je n'ai rien vu de tel. Personne n'a rien vu de tel au Proche-Orient. Bon. Deuxième étape, Donald Trump a dit on nous dit, c'est ce que dit l'autorité palestinienne, ex-OLP, qu'il y a 5 millions au moins de réfugiés, qu'ils auraient un droit au retour. Non, ce n'est pas des réfugiés. On peut appeler réfugiés les gens qui ont quitté le territoire d'Israël en 1948-49, à la rigueur. Encore que si on regarde les choses de près, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé. Mais enfin bon, disons que ce sont vraiment des réfugiés. Mais donc, ces gens-là, il n'y en a plus beaucoup sur la Terre. Il en reste peut-être 10 000, 15 000, ils ont 70, 80 ans, c'est tout. Les autres, ce n'est pas des réfugiés. Vous ne pouvez pas être réfugié de père en fils, de mère en fille, de cousin en cousine, non, ça, ce n'est pas des réfugiés. Donc, Donald Trump a dit « les États-Unis ne reconnaissent plus comme réfugiés que les gens qui ont effectivement quitté le territoire d'Israël en 48-49. Point final. L'UNRWA, qui finance les 5 millions de réfugiés, on ne finance plus, parce que nous, on ne veut pas financer. Si l'UNRWA ne veut aider que ces quelques milliers de réfugiés de 48-48, on peut bien envisager de financer. Mais hors de question de contribuer à financer 5 millions de pseudo-réfugiés et en plus de continuer à leur enseigner la haine d'Israël. C'est ça qu'on leur enseigne. Les écoles de l'UNRWA, c'est ce qu'elles font. Et donc, concrètement, les États-Unis ont dit, bon, l'UNRWA n'accepte pas, eh bien, on cesse totalement de financer l'UNRWA. Et les États-Unis ne donnent plus 1 centime à l'UNRWA. Et donc, la question des réfugiés, c'est comme ça que Donald Trump l'a dit, a été sortie de la table des négociations. Bon. Autre étape, Donald Trump a dit, après avoir dit donc à Ramallah, à Mahmoud Abbas qu'il mentait, il a dit, bon, vous financez le terrorisme, vous incitez au terrorisme. Donc, on peut entretenir des relations avec vous si vous cessez totalement ces activités. Sinon, on n'a plus la moindre relation avec vous. Et on ne vous finance plus du tout. Alors, l'autorité palestinienne a dit, hors de question qu'on renonce à ces activités, c'est normal. C'est la raison d'être de l'autorité palestinienne, d'inciter au terrorisme, au meurtre, à l'antisémitisme et de financer des actes terroristes. Bon. Donc, les États-Unis ont dit, Donald Trump a dit, eh bien, nous n'avons plus la moindre relation avec l'autorité palestinienne, nous ne finançons plus l'autorité palestinienne. Et c'est la situation actuelle. Donc, je pourrais presque dire, Donald Trump ne l'a pas dit, mais c'est l'équivalent, l'autorité palestinienne est elle-même retirée de la table des négociations. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc, il y a eu toutes ces étapes, et toutes ces étapes sont des étapes préparatoires au plan de paix qui sera bientôt présenté par les États-Unis. En parallèle, eh bien, vous avez eu la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran et des sanctions de plus en plus contraignantes vis-à-vis de l'Iran. Une étape supplémentaire a été franchie le 1er mai. Les États-Unis avaient dit à des pays qui continuent à acheter du pétrole iranien, on vous laisse continuer à acheter du pétrole iranien pendant quelques mois, pour le temps que vous vous retourniez. Vous ne vous retournez pas, eh bien, ce sera votre problème. Et depuis le 1er mai, les États-Unis ont arrêté ces exemptions. Et maintenant, tout le pétrole iranien fait l'objet d'un embargo total. C'est-à-dire plus aucun pays ne peut acheter du pétrole iranien. Et les sanctions américaines pourraient tomber, elles seraient très très sévères et personne ne réagit face à ça. Là, en France, j'ai vu des articles dans le Figaro, dans d'autres journaux, on a dit on va trouver des moyens de faire du troc, de dissimuler nos activités, mais bon, ça ne passera pas comme ça. Et donc concrètement, actuellement, le régime iranien est un régime largement asphyxié, et les mollahs sont dans une situation de panique. C'est une réalité. Cette panique vient du fait qu'ils voient qu'ils n'ont quasiment plus d'argent qui rentre en caisse actuellement, et donc ils sont obligés de cesser de financer graduellement les différents mouvements islamiques qu'ils finançaient.
Donc comme ils leur ont donné de l'argent, ils les activent un petit peu. C'est pour ça que vous avez vu des bombardements du Hamas sur Israël récemment, du djihad islamique aussi, pour essayer de fomenter un conflit régional, d'essayer de pourrir un petit peu la situation. C'est leur objectif. Et sans cela, des dirigeants iraniens disent on peut essayer d'attendre la fin de la présidence Trump, elle peut venir en 2020. Bon, s'ils regardent les choses de près, ils peuvent attendre beaucoup plus longtemps, puisque je vous dirai, et j'aurai l'occasion d'y revenir s'il y a des questions, je pense que Donald Trump sera président jusqu'en janvier 2025. Bon. Voilà. Je pourrais vous donner des raisons pour expliquer tout cela. Mais bon, vivant aux États-Unis, je vois parfaitement ce qui se passe. Bon. Je donnerai des éléments là-dessus dans un instant. Bon. Mais concrètement, donc vous avez des gens au sein du régime iranien qui raisonnent de cette façon-là, puis il y en a d'autres qui disent on peut peut-être faire une provocation, c'est ce qu'ils ont fait en activant les milices houthis qui ont détérioré 2 pétroliers saoudiens il y a 2 ou 3 jours, je crois. C'est pas directement les Iraniens, c'est les milices houthis qui ont fait ça. Et chez les mollahs, on dit, pour justifier ce type de manœuvre, peut-être que ça va faire que les États-Unis vont nous frapper un petit peu, et ça va mobiliser la population autour de nous. Mais si vous prenez le discours de John Bolton et de Mike Pompeo, ils disent non, si jamais vous continuez comme ça, on ne va pas frapper un peu l'Iran, on va frapper beaucoup l'Iran, et donc le régime va être totalement détruit. Donc vous avez le choix. Il y a un article qui est apparu ce matin dans Israel Hayom, que j'ai lu en allant prendre mon avion, qui disait pour les mollahs iraniens, maintenant la question c'est to be or not to be. C'est-à-dire rester au pouvoir ou disparaître complètement. Et comme je l'expliquais à mes interlocuteurs israéliens ces derniers jours, je dirais que les mollahs iraniens, des gens comme Ali Khamenei, sont fanatiques. Il n'y a rien qu'ils souhaitent autant que de détruire la région, que de détruire Israël. Mais ils sont aussi très corrompus. Et donc, comme ils sont très corrompus, ils ne tiennent pas obligatoirement à finir sous pied sous terre dans les 48 heures. Et donc, je dirais que c'est aussi des gens auprès de qui on fait monter la chaleur et qui peuvent un peu voir la lumière. On retrouve la phrase que je disais tout à l'heure, When I feel the heat, I see the light. They start to feel the heat and they start to see the light. Et donc, ils sont en désarroi, ils ne savent pas exactement quoi faire face à cette situation. En tout cas, la détermination américaine est totale. Et Mike Pompeo et John Bolton ont dit, si vous attaquez directement, de quelque façon que ce soit, même indirectement, par le biais du Hamas, un allié d'Israël, ce sera la guerre totale contre vous et la destruction de votre régime. C'est la situation actuelle. Et je pense que les dirigeants iraniens vont réfléchir à 2 fois avant d'accepter la destruction de leur régime. Et donc, je ne pense pas qu'il y aura une guerre au Proche-Orient. Sinon, cette guerre, ce serait une guerre qui signifierait la fin du régime iranien. Ce que pense l'administration Trump, c'est que le régime iranien va subsister, va être petit à petit asphyxié, et va être mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire que les mollahs vont rester au pouvoir, peut-être, on ne sait pas, mais ils ont comme un appareil de répression très puissant, mais ils vont petit à petit être mis hors d'état de nuire. Si par surcroît le régime sautait, ben, ce serait très bien. Des gens comme John Bolton seraient très heureux que le régime saute complètement et disparaisse. Et ils sont prêts à aider à cela, mais pas par une guerre massive contre l'Iran, sauf si les mollahs se décidaient à mener une guerre massive. Bon. Donc tout cela va de pair avec le projet de paix, le plan de paix qui a été élaboré. Alors ce projet, ce plan de paix, je n'en ai pas bien évidemment tous les détails. Les gens qui ont tous les détails de ce plan de paix se comptent sur les doigts d'une seule main. Bon. Je connais la plupart de ces gens. Je les ai rencontrés pour la plupart il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois à peu près, un événement qui se tenait à Las Vegas, la ville où je vis, qui s'appelle la réunion annuelle de la Republican Jewish Coalition, la coalition juive républicaine. C'était organisé par Sheldon Adelson, qui est un grand bienfaiteur d'Israël et qui a l'un des grands casinos de Las Vegas, le Venetian.
et donc j'ai rencontré ces gens. Ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Ce qu'ils ont pu me dire, c'est le plan de paix qui va être présenté va être assez proche, autant qu'on le peut, de ce que John Bolton a appelé la solution à 3 États, qui est très différente, vous allez le voir, de la solution à 2 États. La solution à 3 États, telle que la conçoit John Bolton, c'est une paix entre Israël, premier État, l'Égypte, deuxième État, la Jordanie, troisième État. Ne cherchez pas l'État palestinien, il n'y en a pas. Bon. Donc, et si vous posez la question à John Bolton, ce que j'ai eu l'occasion de faire, il dit on ne peut pas confier un État à une organisation terroriste comme l'autorité palestinienne. On ne peut pas confier un bidon d'essence et des allumettes à un incendiaire multirécidiviste. Donc l'autorité palestinienne, elle va être sortie du jeu complètement, petit à petit. Donc cette solution à 3 États est ce qui va prendre forme. Alors vous allez me dire, que deviennent dans ce cadre les Palestiniens, entre guillemets, c'est-à-dire les Arabes, qui vivent à Gaza et qui vivent en Judée-Samarie. Je parle uniquement de Judée-Samarie. Quand on parle de Cisjordanie, je dis je ne connais pas. La Judée-Samarie a été appelée comme ça parce que la Jordanie l'a conquise et l'a occupée pendant 19 ans. Mais 19 ans c'est court, la Judée-Samarie ça existe depuis 3000 ans. Donc c'est la Judée-Samarie, point final. Donc, eh bien, il est prévu de donner à ces gens, si possible, la nationalité qui était la leur à l'origine, pour les Arabes de Judée-Samarie, qui était la nationalité jordanienne. Ils ont été jordaniens jusqu'en 1981. Voilà. Ils avaient la nationalité jordanienne jusqu'en 1981. On a tendance à l'oublier. Bon. Si la Jordanie refuse, eh bien on va essayer de trouver d'autres moyens. Au mieux, ils seront résidents étrangers en Israël, sur le territoire d'Israël. Mais le statut de résident est très différent du statut de citoyen. Mais le regard du monde de l'Europe là-dessus sur le cas palestinien, ça va soulever un tollé. L'Europe, les États-Unis s'attendent à ce que l'Europe mette des bâtons dans les roues à ce projet, donc ils s'attendent à ce que ça prenne du temps. Mais Donald Trump se donne jusqu'à 2024, janvier 2025, pour avancer. Donc dans un premier temps, le projet va être refusé. L'autorité palestinienne, bien évidemment, le refuse, parce que ça marginalise complètement. Donc ils disent, on ne veut même pas lire le projet, on ne veut pas rentrer là-dedans. Inutile de dire que le Hamas et le djihad islamique palestinien ne veulent pas de ce projet. Hein. Bon. Mais concrètement, l'Arabie saoudite, l'Égypte, les pays arabes sunnites qui sont regroupés autour de l'Arabie saoudite, eux, ils veulent de ce projet. Pourquoi ils veulent de ce projet? Parce qu'ils savent que c'est la condition sine qua non pour garder des liens étroits avec les États-Unis. Et ils savent que l'important pour eux, c'est ces liens, et que l'important pour eux, c'est aussi de songer à l'après-pétrole, parce que Donald Trump leur parle aussi de l'après-pétrole. Il leur dit, l'après-pétrole, pour vous, c'est dans 15-20 ans. Donc, ou bien vous allez revenir au sous-développement, ou bien vous changez d'activité économique et vous vous ouvrez, par exemple, à un développement post-industriel. Et Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite, est tout à fait ouvert à cela. Et quand Donald Trump leur dit cela, il leur dit vous voulez avancer vers une économie post-industrielle, c'est très bien, mais vous avez un voisin qui est la deuxième puissance post-industrielle du monde actuellement, c'est Israël. Donc rapprochez-vous d'Israël, vous allez développer des synergies. C'est beaucoup plus intéressant pour vous, de toute façon c'est la condition sine qua non pour garder une aide américaine, c'est beaucoup plus intéressant pour vous de développer des relations avec Israël que de garder des relations avec des gens qui sont juste des cailloux dangereux pour vous aussi, dans votre chaussure, comme l'autorité palestinienne et a fortiori le Hamas et le djihad islamique. Et je dirais que dans toutes les réunions de la Ligue arabe, tous ces derniers temps, l'autorité palestinienne a essayé d'obtenir un vague soutien des pays du monde arabe sunnite, elle n'a rien obtenu du tout. Pourquoi? Parce que pour les pays arabes sunnites, effectivement, l'autorité palestinienne est plutôt une nuisance qu'un atout, et donc sont tout à fait d'accord pour la marginaliser. Donc ce qui devrait se passer quand le plan de paix sera présenté, c'est que l'autorité palestinienne va dire on n'en veut pas,
Et les dirigeants du monde sunnite vont dire, une fois de plus, les dirigeants palestiniens ont manqué une occasion, et donc on passe au-dessus d'eux, et on passe à l'étape ultérieure. Alors effectivement, ça ne va pas avancer aussi vite que Donald Trump le veut, parce que vous avez des gens qui sont hostiles à ce projet, et vous avez un front d'hostilité qui, hélas, est mené par l'Europe et l'Union européenne, et par des gens comme Macron. Ça me consterne de le dire, mais c'est une réalité. Macron est devenu l'un des principaux soutiens de l'autorité palestinienne actuellement. Et supposons que, bon, j'espère bien qu'il va être réélu, il y a des chances, mais s'il ne l'est pas, est-ce qu'il y a des accords qui peuvent changer? S'il était battu par un démocrate, voilà, ce serait extrêmement dangereux, mais je dirais qu'il n'y a quasiment aucune chance que ça se produise. Et je dirais que les démocrates le savent. Non, parce qu'on ne présente pas les choses d'une manière... Moi, je les vis de près, puisque je vis aux États-Unis. Je vois tout de près, je vois ça à la télévision régulièrement. Je dirais que le Parti démocrate est dans une frénésie gauchiste insensée. Ça ne s'est jamais vu dans le passé. Si vous prenez le peu de programmes qu'ils ont, c'est un programme complètement délirant. Je dirais que Arlette Laguillet ou Olivier Besancenot pourraient se dire ils sont plus à gauche que nous. C'est quasiment ça. Vous n'imaginez pas à quel point leurs discours sont insensés. Je pourrais rentrer dans les détails, le Green New Deal. Je dis ça parce que même dans des journaux comme le Figaro en France, on présente Alexandria Ocasio-Cortez comme quelqu'un qui incarne des idées remarquables, etc. Mais c'est complètement insensé. Dans le Green New Deal, par exemple, il y a l'idée que dans 12 ans, l'humanité va disparaître si on n'agit pas immédiatement, radicalement, et si, par exemple, aux États-Unis, on ne supprime pas quasiment toutes les vaches, petit à petit. Pourquoi? Parce que les vaches ont des flatulences, et que c'est mauvais pour l'effet de serre. Si on ne supprime pas les avions, ça fait que Donald Trump ironise régulièrement parce qu'il dit bon, la sénatrice de Hawaï est favorable à ce projet, mais comment elle va retourner à Hawaï s'il n'y a plus d'avion? Est-ce qu'elle va retourner en planche à voile, en pédalo? On n'a pas la réponse. Enfin bon, toujours est-il que si vous prenez le programme des démocrates, c'est absolument délirant. Et ce qui se passe aussi, c'est pas un grand mouvement actuellement, mais j'ai constaté que c'était un mouvement réel à la Republican Jewish Coalition. Vous avez enfin des juifs qui quittent le Parti démocrate. Pour quel... ça va peut-être pas faire un gros mouvement, mais c'est amorcé. C'est amorcé pour quelle raison? Parce que le Parti démocrate non seulement glisse vers le gauchisme, mais glisse vers l'islamo-gauchisme. Et donc vous avez maintenant 2 personnes qui sont élues à la Chambre des représentants. L'une est une palestinienne professionnelle qui s'appelle Rachida Tlaib, et l'autre est une islamiste proche des frères musulmans qui s'appelle Ilhan Omar, qui est la première femme à porter un voile à la Chambre des représentants. Il n'y a pas de précédent. Et ces 2 femmes sont non seulement islamiques, mais ça va souvent de pair, mais elles sont résolument anti-israéliennes, elles sont résolument antisémites. Elles tiennent régulièrement des discours antisémites, elles falsifient l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, juste un élément de ce qu'a dit Rachida Tlaib la semaine dernière, c'est pas très vieux. Elle a dit, quand je pense, je cite quasiment textuellement, quand je pense à l'Holocauste, c'est comme ça qu'on appelle la Shoah aux États-Unis, je me sens apaisé. Alors, bon, déjà, c'est pas mal, une phrase, mais il y a la suite de la phrase. La suite de la phrase, elle dit, je me sens apaisé parce que les Palestiniens, dont je fais partie, ont grandement aidé les Juifs à échapper au sort abominable que les nazis leur faisaient subir. Malheureusement, et c'est la fin de la phrase, malheureusement, les Juifs nous ont trahis et ont créé l'État d'Israël. Bon, vous prenez toute cette phrase, c'est une monstruosité absolue, c'est une falsification totale de l'histoire, c'est une phrase abominablement antisémite. Donc ça a été dénoncé dans la presse américaine, c'était dénoncé par le Parti républicain, le Parti démocrate aurait pu se démarquer de ses positions, il ne l'a pas fait. Le Parti démocrate a dit, c'est pas complètement faux, et si vous réagissez contre, c'est que vous êtes islamophobe. Bon. Donc vous avez un mouvement juif américain qui s'est dessiné maintenant et qui dit on ne peut plus rester dans un parti qui soutient des islamistes antisémites.
c'est pas compatible. Il y a un truc, il y a un problème. Et donc ce mouvement prend de l'ampleur. Et lors de la Republican Jewish Coalition, il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont venues parler à la tribune, qui ont dit, pour certaines, j'ai voté Barack Obama, j'ai soutenu Barack Obama, j'ai fait campagne pour lui. Il y en a même qui ont dit, j'ai fait même campagne pour Hillary Clinton. Mais là, non, on ne peut plus. On ne peut plus. Maintenant, on soutient Donald Trump parce qu'on ne peut pas rester dans un parti qui a ses positions. Puis on voit ce que Donald Trump fait pour Israël et pour le peuple juif. Et donc c'est un mouvement qui prend forme petit à petit. Je pense que ce mouvement va petit à petit gagner en ampleur et prendre de l'importance. Et je pense que c'est quelque chose de saluant et de sain. Je dirais que l'une des vertus de Donald Trump par rapport à ce que devient le Parti démocrate, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui laisse passer les énormités. C'est quelqu'un qui ironise, parfois férocement. C'est quelqu'un qui a un très grand sens de l'humour dans ses remarques. C'est pas du tout la personne vulgaire qu'on vous décrit en France. D'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, il est vulgaire », je lui dis « Mais trouvez-moi une phrase vulgaire ». On me sort une phrase qui, il y a 15 ans, dans un bus... ça date d'il y a 15 ans. Hein. Mais sans ça, aucune autre. On n'en trouve aucune autre. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, Donald Trump, par contre, a un humour féroce. Et qui peut déstabiliser ses adversaires, et qui peut les déstabiliser gravement. Ainsi, par exemple, les adversaires politiques pendant la campagne des primaires républicaines, il y a en 2016, il les a tous éliminés un à un en trouvant la formule qui fait mouche et qui tue. Bon, il fait la même chose avec les candidats démocrates en ce moment. Par exemple, c'est l'exemple le plus connu, mais il y en aura d'autres. Il y a une candidate démocrate qui s'appelle Elizabeth Warren, qui, pour rentrer à l'université, s'est fait passer pour quelqu'un qui avait du sang indien. Donc, il s'est mis à l'appeler Pocahontas régulièrement. Et donc, à un moment, elle était tellement énervée qu'elle a fait des tests sanguins pour montrer qu'elle avait du sang indien. En fait, elle n'en avait pas du tout. Et donc, ça l'a complètement démolie. Voilà, c'est comme ça que Donald Trump démolit ses adversaires. Enfin, voilà. Je vais peut-être laisser du temps pour des questions, parce que je ne doute pas qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Et j'espère que je vous ai tracé un portrait assez complet de la situation. Et je suis... Pardon ? Oui, oui. Oui, très brièvement, j'espère que ça pourra se prolonger. J'ai une question. D'abord, je vous remercie. L'exposé était très brillant. Vous avez parlé donc de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'autres pays qui ont installé leur ambassade? C'était ma première question. Oui. À propos des accords de Paris, rapidement, donc, Trump s'était éloigné. Moi, il en est sorti. Il en est sorti. Ça me chagrine un peu, non pas que je sois écolo dans l'âme, mais je crois qu'il est bon quand même de dire que c'est peut-être une catastrophe. Alors, peut-être que vous avez des arguments que je n'ai pas. C'est peut-être une catastrophe écologique d'utiliser ces sources d'énergie. Voilà, mes deux questions, c'est qu'en est-il de l'écologie aux États-Unis et puis pourquoi pas d'autres pays comme ambassade à Jérusalem? Oui, tout à fait. Je vais essayer de répondre brièvement, je pourrais répondre longuement, mais après il n'y aura plus de temps pour les questions des deux autres personnes et je vais être aussi équitable que possible pour tout le monde. Donc premièrement, pourquoi pas d'autres ambassades? Parce que essentiellement l'Union européenne fait pression. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays européens qui voulaient installer leur ambassade à Jérusalem, et l'Union européenne a dit vous aurez des sanctions de l'Union européenne. L'Union européenne a un pouvoir de nuisance très grave sur ce plan. Et je dirais que ça concerne aussi d'autres pays du monde. L'Europe, l'Union européenne et l'Union européenne ont des relations économiques avec d'autres pays dans d'autres régions. Donc dès qu'un pays dit on va installer notre ambassade à Jérusalem, l'Europe dit on va faire des sanctions économiques contre vous. Et donc ça fait reculer des pays. Donc ça peut paraître aberrant, mais actuellement, en dehors de l'Iran, la principale force de soutien à la cause palestinienne, entre guillemets, c'est l'Union européenne. Plus même que des pays comme l'Arabie saoudite, etc. Ça peut paraître le monde à l'envers, mais c'est hélas la réalité face à laquelle nous sommes. Pour ce qui concerne votre deuxième question,
Je dirais que les accords de Paris sont des accords léonins, si vous les regardez de près. D'une part, ils exonèrent de toute mesure concernant l'environnement des pays comme la Chine, par exemple. Pourquoi? Parce que la Chine n'est pas encore assez développée, donc on va lui laisser le temps de se développer, et pourtant la Chine pollue 100 fois plus que l'ensemble des pays européens réunis. Bon. Deuxièmement, vous avez des pays qui sont dans les accords de Paris, qui ont des positions écologiquement correctes en sortant du nucléaire, par exemple, mais qui polluent davantage qu'auparavant. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne est un pays qui a éliminé toutes ses centrales nucléaires et qui maintenant utilise essentiellement des centrales thermiques. Les centrales thermiques, ça marche au charbon et à la lignite. Ça fait des rejets d'effluents négatifs dans l'atmosphère. Le pays du monde occidental qui a le plus reculé en matière de pollution, c'est les États-Unis, si vous regardez les statistiques, hors des accords de Paris. Donc c'est quelque chose d'intéressant à constater. Ça, on ne vous le dira pas, parce qu'en France, bien sûr, les accords de Paris ont été signés à Paris, donc il est important de les préserver. Mais donc on peut parfaitement lutter contre la pollution par le développement économique, par le développement technologique, sans être contraint par les accords de Paris. Monsieur était le premier, après. La prophétie, elle dit: nous transformons leur arme de guerre en charrue, on n'élèvera plus l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus l'art de la guerre. Il y a quelque chose de radical, c'est de faire un drapeau mondialisateur des 10 commandements de la planète, ou bien un jour férié entre Jérusalem, Rome et la Mecque, de Moïse dans la Torah, Moïse dans l'Évangile et Moussa dans le Coran. Moi, c'est radical pour exaucer cette prophétie. Je pense que ce que vous dites peut être beau, mais je pense que c'est utopique. Je pense que vous ne pouvez pas avoir cet accord-là et cette synergie-là. Je dirais que si vous regardez en profondeur, ne serait-ce que ce qu'est l'islam, l'islam est une religion conquérante, l'islam est une religion qui se présente comme porteuse, l'islam se présente comme porteur de la dernière prophétie. Et donc, en gros, tous les gens, les juifs et les chrétiens, sont considérés comme des mécréants dans le cadre de l'islam. Et les mécréants doivent être traités comme des mécréants. Normalement, ils doivent être traités comme des dhimmis, des citoyens de seconde zone. L'islam doit dominer la planète pour le bonheur de la planète. Donc, par rapport à l'islam, vous devez vous donner les moyens de l'endiguer, de mettre en place des rapports de force. Mais si vous ne le faites pas, et si vous êtes naïf, eh bien l'islam avancera et continuera à conquérir. Peut-être que je finis de ce côté-là et puis après je tourne comme ça. Allez-y. Monsieur Guévillière, je vous remercie. Je vous suis depuis des années et j'adhère pleinement à ce que vous dites parce que je le pense vraiment. Votre analyse, notamment au sujet d'Obama, son élection, le monde entier était en fièvre en disant c'est le Messie qui est arrivé sur Terre, etc. Oui. Et vous avez été le seul, j'ai lu votre bouquin, qui disiez que Obama était dangereux et qu'il a fait ce qu'il a fait, ce qu'on a vu, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est pour vous dire que je suis un ami de Guévillière. Merci beaucoup. Je voudrais poser deux questions. La première, quelle est l'attitude de Trump envers les juifs de gauche, dont vous avez écrit des articles extrêmement précis et documentés, en disant que le gauchisme aux États-Unis est très dangereux, évidemment, pour les juifs et pour Israël? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, comment expliquez-vous que Trump veuille se retirer de Syrie alors que la guerre n'est pas terminée? Bon, pour répondre à votre première question, je dirais que Trump est très féroce dans tous ses discours vis-à-vis de tous les discours de gauche et que donc il radicalise un petit peu ces discours de gauche et que je pense que c'est une excellente stratégie parce que ça permet aux gens de voir en gros le visage inepte de la gauche. Quand vous poussez des gens de gauche à s'extrémiser et à devenir encore plus radicaux, vous voyez que leur discours devient complètement délirant, monstrueux. Et donc, en général, ça séduit très peu. Donc, c'est une excellente manière de contrer ce type de discours. Voilà pour la réponse à votre première question.
votre deuxième question, C'est retiré de Syrie. Se retirer de Syrie. Alors que le travail n'est pas tout à fait fait. Trump considère que laisser les quelques troupes, c'est des forces spéciales, hein, il n'y a pas beaucoup de troupes, laisser ces gens-là, c'est les rendre vulnérables et faire qu'on peut leur tirer dessus. Alors que l'armée américaine est assez perfectionnée pour détruire n'importe qui, n'importe où sur la planète avec des drones et pour intervenir avec des missiles si nécessaire. Donc se retirer au sol de Syrie ne veut pas dire se retirer totalement du terrain syrien. Et puis d'autre part, tout ce que je viens de dire est articulé avec autre chose. C'est la politique d'asphyxie du régime iranien. À partir du moment où vous avez une politique d'asphyxie du régime iranien et que vous avez obtenu le feu vert un peu contraint et forcé de Vladimir Poutine pour qu'Israël détruise régulièrement les bases des gardes révolutionnaires iraniens et les bases du Hezbollah, dès qu'elles deviennent dangereuses sur le territoire syrien, vous n'avez pas de problème majeur. Et c'est ce qui se passe actuellement. Dès qu'il y a une base militaire iranienne potentiellement dangereuse sur le territoire syrien, Israël la détruit. Et personne ne reproche quoi que ce soit à Israël, et Vladimir Poutine le premier, parce qu'on lui a dit de se tenir tranquille sur ce sujet. Donc vous n'avez pas de problème majeur du côté de la Syrie. Donald Trump n'a pas abandonné du tout Israël face à la Syrie. L'asphyxie du régime iranien est un point essentiel. La destruction de l'État islamique a été un point essentiel. Ces deux points sont réalisés. Alors ce que vous pourriez me dire, je me fais l'avocat du diable, c'est les Kurdes sont sacrifiés. Je dirais que, en partie, c'est vrai. Je dirais que les Kurdes aimeraient avoir un État. Mais l'État aurait dû être créé au lendemain du traité de Versailles, à la fin de la Première Guerre mondiale. Maintenant, c'est une situation inextricable parce que vous avez des Kurdes dans 4 États. Vous en avez en Iran, vous en avez en Irak, vous en avez en Syrie et vous en avez en Turquie. Et donc si vous acceptez de créer un État, la création d'un État kurde en Syrie par exemple ou en Irak, eh bien vous allez occasionner des troubles aussi en Turquie. Alors pour le moment, si vous n'entendez plus beaucoup parler de Erdogan, c'est parce que Donald Trump l'a mis au pas de manière très très précise. À un moment, Erdogan avait arrêté un pasteur américain et avait dit on va l'accuser de ceci et de cela. C'est un peu un test pour voir ce qu'allait faire Donald Trump. Donald Trump a mis en place des sanctions très lourdes contre la Turquie. Une semaine après, le pasteur en question était aux États-Unis et depuis, Erdogan se tient tranquille. Mais bon, il y a une volonté de ne pas mettre le feu aux poudres. Donc, le Kurdistan syrien et le Kurdistan irakien sont des zones autonomes. Et cette autonomie existe, elle est garantie. Mais ça ne deviendra pas des États, pour les raisons que je viens d'énoncer. Voilà. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails, ça va durer trop longtemps. Oui, bonsoir, M. Liguerre. Moi, je vous connais depuis très longtemps. Oui. Je suis abonné au Cas de Vérité. Vous écrivez une fois par semaine dans ce journal merveilleux. Et bon, déjà, ça pour vous dire que je vous suis depuis très longtemps, que vous admire énormément. Et ma question, elle est européenne. Oui. Bon, les élections approchent bientôt. On sait que jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont précédé Macron, et Macron compris, ce sont des immigrationnistes avérés, et puis dangereux même d'ailleurs. Et on voit que par là, ils s'en foutent éperdument de leur pays. Ce qu'ils voient, c'est eux, c'est leur place, c'est leur place, c'est autre chose. Maintenant, comment faire et pour qui voter? Les élections approchent dans 10 jours. Pour qui voter quelqu'un qui puisse arrêter cette folie d'immigration? On en est à 350 000 immigrés par an et la majorité des musulmans. Macron? Votez Macron? Je pense que oui. Pardon? Mais non. C'est l'humour. C'est pas de l'humour. Trouve-moi quelqu'un d'autre. C'est des élections Macron européennes. a une politique extrêmement délétère et je Non, dirais que la Macron, France je parle- se vaut plante, mieux que me ce paraît soit dans une situation, me paraît dans une situation très dangereuse parce que vous avez, Macron a fait des erreurs majeures quand il est arrivé au pouvoir. Vous ne faites pas ce qu'il a fait,
C'est-à-dire vous ne baissez pas les impôts sur les grandes entreprises et sur les grandes fortunes, et simultanément, vous n'augmentez pas les impôts sur les plus pauvres. Macron a fait cela. Si vous menez une politique comme la politique fiscale qu'a menée Donald Trump, vous baissez les impôts de tout le monde. Ça, c'est accepté. Mais si vous faites ce que je viens de décrire, vous créez des conditions absolument délétères. Et si vous rajoutez, vis-à-vis des plus pauvres, qui souvent vivent loin des villes et qui peuvent avoir besoin de leur voiture, une politique anti-voiture, maintenant, les contrôles techniques en France sont devenus absolument abracadabrants. Pour ma voiture aux États-Unis, j'ai juste à passer un smoke test, voir si elle fume pas trop. Si elle fume trop, on va remédier à la question, mais c'est très rare que ça arrive. Le reste, ça ne concerne pas. En France, maintenant, les contrôles techniques sont devenus complètement délirants. Les limitations de vitesse sont sans arrêt abaissées. Vous avez des radars de plus en plus perfectionnés. Vous avez un véritable harcèlement anti-voiture qui touche les plus pauvres. Donc tout ça, ça contribue à mettre le feu aux poudres. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu au départ un réel désespoir. Et la réaction de Macron par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes, à mes yeux, a été désastreuse. Cette réaction a consisté à jouer sur le pourrissement, et il y en a des séquelles jusqu'à aujourd'hui, sur l'insulte, parce que traiter ces gens au départ de chemise brune, ce qu'ils n'étaient pas du tout, il y avait des gens complètement désespérés, ça me paraît absolument honteux, et ajouter à cela une répression policière extrême, parce qu'il y a eu une répression policière extrême, vous pouvez regarder, il y a eu des émeutes en 2005 en France, il y a eu une multitude d'autres choses, vous n'avez jamais eu des mutilés, vous n'avez jamais des gens qui ont été éborgnés. Je connais des gens qui ont dans leur famille des jeunes filles qui auraient l'âge de ma fille la plus jeune, qui sont juste allés comme ça regarder une manifestation, qui se sont retrouvés éborgnés, et donc leur vie est complètement détruite. Cela me paraît honteux. Donc concrètement, Macron a perdu la légitimité présidentielle aujourd'hui. Il ne peut plus se déplacer nulle part. Regardez ce qui s'est passé pour les cérémonies du 8 mai. Pourtant, il y avait vraiment beaucoup de contrôle. Regardez ce qui s'est passé pour la finale de la Coupe de France de football. Je dirais que Macron ne peut plus se déplacer nulle part. Si Macron s'était conduit comme des présidents qu'il y a eu dans le passé, il aurait provoqué des élections anticipées, il aurait dissous l'Assemblée nationale, il aurait fait quelque chose comme ça. Ce qu'il a fait qu'on a une situation de pourrissement, une situation très délétère en France. Vous avez un président illégitime actuellement à l'Élysée. Et bon, la presse essaye de lui redorer son blason, mais qu'est-ce que c'est sa cote de popularité? On dit la cote de popularité de Macron remonte, elle est à 26%. Et à côté, je vois des articles qui disent la cote de popularité de Trump stagne, il est à 45%. C'est à peu près le double. Bon, d'un côté ça monte à 26%, de l'autre côté ça stagne à 45%. C'est qu'il n'y a personne pour qui voter. Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul, ils sont tous... voilà, le problème est là. Il a commencé quelque chose, il commence à essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'il faut l'aider ou voter quelqu'un qui va être contre... Ça va être pire pour nous. Concrètement, les élections européennes, ce ne sont pas des élections qui ont des conséquences pour la France à proprement parler. Ça ne concerne pas le gouvernement français. Donc je pense que quel que soit pour qui vous votez, je pense qu'il serait très important que la République en marche ne soit pas en tête. Ce sera un coup de semonce très net pour Emmanuel Macron. Il importe de retrouver un assainissement démocratique qui n'est pas là dans la situation française. Si vous avez un pays qui est dans la situation où est la France actuellement, c'est très délétère. Bon, je ne dis pas qu'il faut voter pour le Rassemblement national, mais je dis que Macron ne doit pas être en tête actuellement. Et pourtant, c'est lui qui a fait le plus pour les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Parmi tous Macron, les autres présidents. Grande partie. Macron est beaucoup plus anti-israélien, par exemple, que François Hollande. Si vous regardez les choses de près, François Hollande n'a jamais pris des positions de pointe anti-israéliennes comme celle que prend Macron régulièrement depuis un certain temps. Je parle de ce qui se passe ici, à l'intérieur. Je parle pas de... Actuellement, vous avez une montée de l'antisémitisme en France. Pour quelle raison vous avez une montée de l'antisémitisme? Parce qu'on connaît... Pardon? On va pas stigmatiser non, ça y est, on va pas parler. Chacun son On vous laisse parler. Oui. On vous écoute. Pardon? On vous écoute. Oui, oui.
dirais que les positions anti-israéliennes de Macron ont des conséquences pour la communauté juive en France. Pourquoi? Parce que si vous regardez le principal de l'antisémitisme en France, ce n'est pas un antisémitisme d'extrême droite. C'est un antisémitisme islamo-gauchiste. C'est une réalité. Et si vous regardez, j'ai des éléments très précis. L'un de mes proches amis de longue date s'appelle Samy Gozlan, que vous devez connaître, qui est le président du BNVCA. Maintenant, il vit essentiellement à Netanya, et j'étais à Netanya il y a 2 jours. Il n'y a pas si longtemps que ça. 2 jours, c'est pas beaucoup. Bon. Et donc, Samy me dit, toutes les plaintes, tous les actes de harcèlement contre des juifs, toutes les agressions, tous les meurtres de juifs sont commis par des musulmans radicalisés. C'est une réalité. On ne peut pas contourner cette réalité. Donc tant que vous aurez des mouvements qui prétendent lutter contre l'antisémitisme en prétendant lutter contre l'antisémitisme d'extrême droite, qui est un antisémitisme qui est en voie de disparition assez large, et que vous ne lutterez pas contre le principal antisémitisme, qui est l'antisémitisme islamo-gauchiste, eh bien vous manquerez votre cible, et je dirais que pour le moment, rien n'est fait pour contrer l'antisémitisme islamo-gauchiste. Et ça me paraît une catastrophe, parce que, regardez... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres présidents? J'aimerais savoir. Regardez la Seine-Saint-Denis. À l'UNI, c'était pas... Qu'est-ce qu'ils ont fait les autres présidents? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait grand-chose. Oui, mais pourquoi alors on en est arrivé là? C'est pas à cause d'une seule personne. Je ne suis pas pour Macron. Attention, j'essaie de voir... C'est une politique d'apaisement de la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant de plus en plus de villes où vous ne pouvez pas être élu sans avoir l'électorat musulman. Et donc c'est une réalité. Et donc je dirais que petit à petit, la France devient captive de l'électorat musulman. Vous coupez l'électorat musulman à une multitude d'endroits, eh bien vous n'êtes pas élu. Voilà, c'est la réalité. La France n'est sous c'est pas Si on peut revenir un moment sur la présidence de Barack Obama, vous avez dit que quand l'accord a été signé avec l'Iran, il y a eu 1600 milliards de dollars qui ont été débloqués. J'aimerais savoir quelles sont vos sources sur cette somme. Elle me paraît extrêmement importante au vu, par exemple, du PIB américain. Oui. Et d'autre part, sous quelle forme elle a été débloquée? Parce qu'il me semblait que le déblocage était lié en fait aux ventes, aux exportations iraniennes. Et je vois mal l'exportation iranienne pour un moment. Donc vous aviez des fonds iraniens qui étaient gelés en raison des sanctions. Et comme ces fonds n'ont plus été gelés, ils ont été débloqués, ils ont été envoyés directement à Téhéran. Bon, là, j'ai pas les sources sous la main, mais même si vous me donnez une adresse email ou si vous me contactez sur Facebook, je suis sur Facebook régulièrement, je peux vous donner toutes les références. Je pensais que c'était de l'argent américain, mais effectivement, c'est de l'argent iranien. C'est de l'argent iranien qui était bloqué aux États-Unis, mais néanmoins, il a été donné comme cela, sans la moindre contrepartie. Et on savait à quoi cet argent allait servir. On sait ce qu'est le régime des mollahs. On ne pensait pas qu'ils allaient acheter des fleurs avec ça. On ne pensait pas qu'ils allaient aider leur population. Pardon? Ce n'est pas une très grosse somme. C'est des organisations comme le Hamas, comme les milices houthis, comme le Hezbollah. C'est une somme quand même assez conséquente. Moi, je voudrais si vous donnez 100 milliards à des terroristes qui veulent tuer des juifs, c'est beaucoup. Les attentats du 11 septembre 2001, ils n'ont pas coûté si cher que ça, si vous regardez les choses de près. Donc, avec des dizaines de milliards, on peut faire beaucoup de choses, et on peut faire beaucoup de mal. Je voudrais revenir simplement sur la future, éventuellement, élection de Donald Trump. Oui. Est-ce que la dette américaine ne va pas lui jouer des tours? Parce qu'aujourd'hui, elle a explosé. Elle a explosé sous Barack Obama. Maintenant, elle suit la courbe du produit intérieur brut. Sous Barack Obama, la dette a considérablement augmenté. Barack Obama, lui tout seul, a endetté les États-Unis autant que ses 43 prédécesseurs réunis. C'était le 44e président. Donc elle a considérablement augmenté, mais maintenant c'est une situation parfaitement gérable. La dette n'augmente plus en proportion du produit intérieur brut américain. Pourquoi? Parce que vous avez une croissance forte aux États-Unis. Donc elle ne diminue pas, mais elle n'augmente pas non plus.
Toutes les questions privées, pourquoi vous avez quitté la France? Pourquoi j'ai quitté la France? Parce que je ressentais une sensation d'asphyxie, j'avais des menaces de mort régulières, et bon, je pouvais dire à mon épouse, les gens qui parlent n'agissent pas, elle n'était pas complètement convaincue, et donc là, je suis dans un contexte beaucoup plus détendu, je dois dire, sur tous les plans. Je n'ai pas besoin de regarder. Quand j'intervenais à la télévision en France, maintenant que je suis aux États-Unis, on m'invite plus à la télévision en France, c'est pas grave. On pourrait, par Skype, des choses comme ça, mais ils ne le font pas. Bon, mais j'avais régulièrement, dès que je passais dans une rue à Paris ou ailleurs, j'y peux rien, c'est un fait, un musulman qui m'arrêtait, qui disait « on n'aime pas ce que vous dites, faites attention à vous ». Bon, je dirais que ce n'était pas obligatoirement sympathique comme contexte. Il y en a même qui s'auto-excitaient. Il y en a même qui me disaient « je veux vous parler ». Il y en a un comme ça m'est arrivé une fois, qui m'a attrapé pour le poignet, qui m'a dit « c'est pas bien ce que vous dites ». Et il n'était pas excité au départ. Et puis il s'est excité tout seul, petit à petit. Mon épouse était là, et mon épouse m'a dit dis-lui ce qu'il attend que tu lui dises, comme ça, parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner. Voilà. Donc je n'ai plus jamais ce genre d'expérience. Ça c'est personnel, mais est-ce que pour la globalité, la France est un danger quand même permanent pour les Juifs, ou qu'est-ce que vous voyez? Pour la France? Ouais. Je pense que, à moins qu'il y ait une inversion radicale des tendances qui se dessinent, la situation pour les Juifs va devenir de plus en plus terrible dans le contexte français. Ça n'améliore pas, ça aggrave. Ben oui, ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce que vous avez une politique d'apaisement et d'aveuglement vis-à-vis de l'islam. Vous n'avez pas une lutte contre l'antisémitisme musulman. Donc la situation devient de pire en pire. Et hélas, si vous regardez la Seine-Saint-Denis, ici on est dans le 94, mais dans le 93 juste à côté. Pardon, oui, mais dans le 93, vous avez eu un exode de la population juive qui a été absolument considérable. Et vous n'avez quasiment plus un seul enfant juif dans un lycée public. Et donc c'est quand même des signaux très alarmants que l'on peut constater. Je pourrais rentrer dans d'autres détails très précis, mais enfin je dirais que la situation n'est pas bonne du tout. Et je dirais que si vous portez, je ne sais pas ce qu'il en est à Fontenay-sous-Bois, mais si vous portez une kippa dans la rue, dans le 9-3, et même dans beaucoup de quartiers de Paris, ça peut être très dangereux pour vous. Si c'est le cas aux États-Unis, il n'y a aucun endroit où c'est comme ça. Bon, voilà. Donc je peux faire la comparaison avec les États-Unis. La France est dans une très mauvaise posture et il n'y a pas un seul gouvernement qui prend des mesures correctes par rapport à cela. Et si vous regardez il y a d'autres mesures d'apaisement. Regardez l'assassinat de la pauvre Sarah Halimi. Regardez la façon dont les choses se sont passées. C'est absolument honteux. Déjà, vous aviez 24 policiers qui ont été dépêchés sur place. Ils sont montés quand ils se disaient, bon, il y a quelqu'un qui se fait agresser. Quand ils ont entendu des choses comme Allah Akbar, tout ça, ils sont redescendus en bas de l'escalier. Et donc ils ont attendu qu'elle soit jetée sur le trottoir. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'assassin? Eh bien l'assassin, on l'a envoyé directement en asile psychiatrique. Et maintenant, on sait qu'il ne sera pas jugé. Je pense qu'il ne sera jamais jugé. Donc ce sont des attitudes d'apaisement honteuses. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes dans la société française. Après, il y aura une marche, effectivement, mais ça ne suffit pas, une marche. Ce sont des signaux d'alarme qui devraient être ressentis, perçus. Et ils ne sont pas ressentis, ils ne sont pas perçus. Actuellement, vous n'avez aucun discours des dirigeants politiques français sur l'antisémitisme musulman. Aucun. Et vous n'en aurez aucun. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'électorat musulman. Comment vous voyez-vous le futur d'Israël? Je le vois comme un futur beaucoup plus brillant. Israël est une société dynamique, c'est une société saine, c'est une société où vous avez le
plein emploi, sauf dans 2 catégories de la population. Je dis ça parce qu'à chaque fois on me dit il y a des pauvres en Israël. Vous avez les juifs ultra-orthodoxes qui choisissent d'étudier la Torah et qui ne travaillent pas ou très peu. Donc ils sont plus pauvres, c'est un fait. Et puis vous avez les Arabes israéliens qui ont aussi des problèmes de disposition de marketable skill. Comment on dit en français, excusez-moi des fois le français m'échappe, du savoir-faire monnayable sur le marché, disons traduit. Donc vous avez de la pauvreté dans ces secteurs. Mais sinon, pour le reste de la population israélienne, vous avez le plein emploi. Israël est une société dynamique, comme je le disais il y a un instant, dans ma conférence. Israël est, avec les États-Unis, le phare du monde pour ce qui concerne tous les secteurs de nouvelles technologies. Tous. Strictement tous. Israël est un pays essentiel. Et je dirais que, j'ai en moi un amour profond du peuple juif, et je dirais qu'Israël montre ce que le peuple juif peut accomplir quand il est libre d'accomplir et de créer. Ce qu'Israël a accompli en 71 ans, maintenant, est une pure merveille sur la surface de la planète. Vous rentrez dans Tel Aviv, vous avez l'impression de rentrer dans Manhattan ou dans le downtown de Los Angeles. C'est l'essentiel des innovations technologiques faites par des entreprises américaines sont faites dans les secteurs de recherche et développement en Israël. Et donc c'est ce que je dis de temps en temps quand j'ai affaire à des gens qui veulent boycotter Israël. Je dis jetez votre téléphone portable, jetez votre ordinateur, jetez la moitié de votre armoire à pharmacie et retournez à l'âge de pierre, et comme ça vous boycotterez vraiment Israël. Parce que Israël est un pays indispensable et essentiel sur la surface de la planète. Et je dirais que la population israélienne est une population qui a un optimisme en son avenir pour des raisons très précises. Israël a une armée qui n'est peut-être pas la plus nombreuse dans la région, mais elle a l'armée la plus efficace de la région parce qu'Israël a l'inventivité et des technologies qu'aucun de ses voisins n'a. Et donc l'armée israélienne non seulement est une armée redoutée, mais même des pays comme l'Arabie Saoudite disent on veut être alliés de l'armée israélienne et pas l'avoir contre nous. Et donc je suis très confiant pour l'avenir d'Israël sur la surface de la planète. On va clôturer, on va remercier M. Minière pour l'excellent exposé. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup. De vous recevoir à Fontenay-sous-Bois. On aurait souhaité un auditoire un peu plus nombreux, mais voilà, les choses sont comme ça. On remercie Claude Arki qui est à l'initiative de votre venue ici. Et voilà. Merci à nouveau. Je précise que c'est mon épouse qui est au fond, et sans elle, je ne serais pas là non plus. Et je dirais que j'aime les 2 livres avec moi. Je ne trouverai pas dans les bonnes librairies parce qu'elles sont en voie de disparition. L'un explique en détail la doctrine Trump, et s'appelle Ce que veut Trump. Et donc ça vous donne tous les détails, toutes les références pour ce que je viens de dire. Et l'autre concerne la situation européenne et vous explique tous les rouages, tous les engrenages qui ont mené l'Europe là où elle en est, et s'appelle Comment meurt une civilisation. Bon, j'espère qu'elle ne mourra pas, mais pour le moment elle prend ce chemin. Et donc je l'ai écrit pour essayer de susciter un sursaut et pour donner des explications. Donc les 2 livres sont complémentaires. Si vous intéresse, prenez quelques. Pardon. Alors vous êtes invité à un petit apéritif dînatoire, et je voulais rappeler dimanche l'allumage des bougies de Rabbi Meir, 19h30.